messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de magazine Kiosque, merci de nous suivre à travers ce magazine. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le dernier jour de la semaine, et nous recevons dans ces magazines Kiosque deux invités. Il s'agit de Dou Jésus Bélédou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame et merci. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci et bonjour également au professeur Voto. Ah, vous avez déjà présenté les professeurs. À côté de Dou Jésus Bélédou, il y a le professeur Joseph Voto. Bonjour professeur. Bonjour madame, très heureux de retrouver le téléspectateur de Kiosque. En forme ce matin. Ça va, Dieu fait grâce. Malgré qu'à l'Est, les tremblements de terre se poursuivent et la population est en train d'être évacuée. Ça fait très mal, que de douleur sur douleur. On n'en a pas encore fini avec l'insécurité, les maladies, Ebola et consorts. Et voilà maintenant une catastrophe naturelle qui met tout le monde à débandade parce que nous n'avons pas été préparés à faire face à ce genre de catastrophe. Des imprévus, hein? Imprévu, non, je ne dirais pas, parce qu'une catastrophe, un volcan, ça s'annonce. Si les études étaient faites normalement, ce n'est pas un imprévu. On ne pouvait peut-être pas connaître la date et l'heure, mais on pouvait connaître la période et on pouvait s'y préparer. Et ça n'allait pas se passer de la sorte. On ne s'est pas préparé, c'est-à-dire que le service qui s'en occupe n'a pas fait son travail. Le service n'a pas fait son travail prétextant qu'elle n'avait pas le moyen de faire le travail. Vous avez appris, donc l'OVG qui suivait ces volcans était appuyé par la coopération et la coopération était à terme et selon les accords, le gouvernement devait prendre le relais. Depuis une année, ils n'ont presque rien reçu et donc ils n'avaient pas d'informations à temps réel et ils étaient surpris. Mais pourtant, quelques bribes d'informations, quelques scientifiques avaient quand même lancé des sonnettes d'alarme, mais le gouvernement n'en a pas tenu compte. Et voilà, ça nous rattrape. Mais nous avons quand même vu une information où le directeur scientifique de l'OVG qui semblerait qu'il y avait du matériel de l'OVG qui était bloqué au niveau de la DGI, hein, DGI, au niveau de l'impôt parce qu'il n'avait pas payé l'impôt. Mais c'est tout ça, c'est parce que les informations ne sont pas coordonnées, on ne sait pas évaluer les priorités, on ne sait pas évaluer les risques et donc chacun privilégie l'intérêt de son service. Donc ceux qui estiment qu'ils avaient des recettes à faire par rapport à ce matériel-là se sont campés là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses aussi simples que ça, que ces grands services n'ont pas l'Internet, n'ont pas la connexion Internet. Or, ce sont des informations qui doivent être transmises à temps réel pour qu'on puisse prendre des décisions. Et donc, ils n'ont pas la connexion Internet et l'information n'arrivait pas et les décideurs ne pouvaient pas agir. Et même, ne fût-ce que si les gens étaient alertés, sachant que... parce que le volcan ne surprend pas, le volcan évolue et on sait mesurer le risque. Et au fur et à mesure que ça évolue, on peut dire non, faites attention, on peut évacuer la population. On aurait pu ne fût-ce que sauver des vies. Des gens qui sont morts, des personnes qui sont mortes, mais malheureusement ça nous a surpris comme ça. Et même le déplacement de la population serait fait dans le calme. Il y aurait, parce qu'il y a des mais là c'est sous la précipitation. Il y a des gens qui sont morts, simplement à cause de la bousculade. Voilà, et donc on aurait dû préparer des sites d'accueil, on aurait dû déplacer les gens calmement. Les gens se seraient préparés, les gens se seraient déplacés avec un minimum pour la survie. Mais malheureusement, tout ça n'a pas été fait. Alors, nous allons arriver par rapport à l'évacuation de la population, parce que c'est aujourd'hui on parle de cela. Dou Jésus Bélédou, parlons un peu de cet état des choses. Ce n'est pas seulement par rapport au volcan, mais nous voyons dans la plupart des cas, les autorités interviennent toujours en retard. Je donne un exemple très simple. Par exemple, quand on peut voir des câbles dénudés qui serpentent les rues de la capitale, mais quand il y aura, comment on dit, il y a quelqu'un qui... Quand il y a un cas de quoi? D'électrocution, voilà. Et c'est là que les autorités interviennent et on va voir maman telle est venue avec les dents. Oh, la quatrième dame est venue. Vous voyez un peu. Pourquoi cela? Oui, malheureusement, ça viole un principe de gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, nous subissons. Nous avons l'impression que nous faisons la politique des conséquences plutôt d'anticipation. J'aimerais revenir un peu avant de commencer sur présenter mes condoléances aux familles éplorées. On parle de 32 morts. Lorsqu'il y a un mort,
C'est déjà trop, surtout dans cette partie de la RDC meurtrie par des rébellions. Et cette fois-ci, c'est une catastrophe naturelle. Nos prières vont à nos compatriotes de cette partie du pays qui, malheureusement, au-delà des crises politiques, sécuritaires qu'ils subissent déjà, c'est encore la nature qui s'acharne contre ce compatriote. J'aimerais ici faire signifier à ce que nous suivent que je lisais le rapport de OCHA, c'est 400 000 Congolais qui se sont déplacés de Goma vers Sake. Et aujourd'hui, les autorités, notamment au niveau des provinces, le gouverneur militaire l'a dit, Sake sera dans l'incapacité d'accueillir tout le monde. Il faudrait voir comment désengorger les autres, envoyer certaines populations au niveau du Sud Kivu. Et certains penseraient même au Rwanda, à Gisenyi. Madame, ça fait très mal. Parce que sur les 400 000 personnes, il y a 280 000 enfants qui font le pied. Près de 40 à 50 Ils sont séparés de leurs parents. Non, avec leurs parents, bien évidemment. Il y a d'autres qui sont séparés de leurs parents. Oui, on voit les images. À Kinshasa, certains fêtent, certains se réjouissent. Mais ce calvaire-là, au moment où nous faisons cette émission, madame, il y a des risques énormes, d'abord sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, la choléra, je ne sais pas si c'est le choléra. Voilà, merci beaucoup, professeur Totawita Escola. Le choléra vit de ce mouvement de masse, surtout s'agissant des enfants. Et notre problème. Parce que sur le plan sanitaire, il faudrait dégager ce qu'on a bouffé, il faudrait voir les conditions des restaurations. Cela ramène le choléra. Ça, c'est de 1. Sur le plan sécuritaire, au moment où nous faisons cette émission, on a encore tué à Béni 8 personnes, j'ai lu quelque part. Il faudrait renforcer sur le plan sécuritaire toutes ces populations-là. Mais ce qui fait encore très mal, madame, c'est, je lus ce matin les rapports de l'OVG, avec à l'appui un cliché, les clichés du volcan Nyiragongo. Vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas de lave. Mais le lave qui devait couler, sortir du volcan, c'est, je ne sais pas, enfoncé dans le sous-sol de la ville de Goma. Et c'est ce qui est à la base des tremblements de terre de magnitude élevée, depuis que l'OVG a alerté il y a 3 jours. Alors, la conséquence, c'est quoi selon les scientifiques? Je suivais encore un débat sur CNews. Parce que malheureusement, la RTNC nous a habitués à voir autre chose. Ils ont changé, à la place. Malheureusement, il n'y a que vous qui constatez. Non, c'est 2 jours, je vois quand même des documentaires sur les volcans. Madame, il faudrait inviter les scientifiques pour en parler. Il y a des sujets où il faut des techniciens. Il ne faudrait pas des gens qui disent des à peu près. Lorsque vous suivez les télévisions comme France 24, comme CNews, les télévisions étrangères, on nous ramène des spécialistes, des scientifiques, et pas des gens qui tâtonnent. Tout ce que je vous dis, je rapporte quelque part. Parce que je ne suis pas assez outillé par rapport à ce domaine. Les scientifiques disent qu'il y a des risques que Goma disparaisse. Parce que le lac qui est juste aux alentours de Nyiragongo contient une importante quantité de gaz méthane. Un autre danger. Voyez-vous? Et lorsque les laves rencontrent les gaz méthane, la ville risque de s'affaisser demain. Et la capacité toxique qui dégagera le gaz méthane, madame, il suffit simplement de respirer pour mourir. Voyez-vous? Et donc, les scientifiques congolais, que font-ils? Qu'est-ce qu'on a fait de l'OVG pendant toutes ces années? On vous dit par un député, en 2020, au mois d'octobre, que l'office volcanologique l'observatoire volcanologique, OVG, a un déficit en matériel. Et cela ne date pas d'hier. Ça date de près de 10 ans. 364 mois de paiement des salaires des agents. Comment cet office devait-il, le professeur l'a dit ici, prévenir qu'il y aura volcan? Même le Wi-Fi ici, que le président de la République est allé inaugurer à l'UPEN, le Wi-Fi, il n'y est pas pour alerter. Les matériels graves, plus graves encore, on vous dit que les matériels de l'OVG étaient gardés au niveau de la DGDA. Il y a que hier ou avant-hier
que la DGDA a enfin décaissé les matériels de l'OVG. Est-ce que c'est logique? Mais certaines personnes contestent cette information et disent que c'est pour... Non, moi je m'en tiens à l'information. Parce qu'au moment où nous faisons cette émission, l'OVG vient d'acquérir les matériels. Et ces matériels-là ne viennent pas du ciel. Ça vient de quelque part. Je vous passe l'information. Et donc, madame, ce qu'il faudrait commencer en termes de solutions, je vais terminer par là. Surtout ça, oui. Il faudrait que les autorités congolaises canalisent les efforts sur le plan humanitaire d'abord. Il faut aider ces Congolais-là, ceux qui se déplacent en masse, les 400 Congolais, sur le plan sanitaire, alimentaire, parce que Ebola risque de ressurgir avec ce déplacement. Le choléra risque de ressurgir avec ce déplacement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut doter pas seulement l'OVG de la recherche scientifique, madame. Qu'est-ce qu'on a fait de la recherche scientifique? Lorsqu'on vote le budget national, allez voir le quota réservé à la recherche scientifique. C'est un ministère un peu négligé. 0,00, c'est pareil au ministère de la Culture et Arts. Rien du tout pratiquement. Alors que c'est très important. Très important, madame. On a ici vu comment les pays se sont organisés avec la Covid-19. Les États se sont organisés. Et on nous parle des variants. Ah, ça c'est un variant italien, variant congolais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du copier-coller. On va chercher les variants. Même l'Afrique du Sud a ses variants. En fait, les variants marchent de pair avec les immunités de chaque peuple. On voit les immunités si ça peut s'adapter avec le variant congolais. Mais nous, on nous fait du copier-coller. Pourtant, les variants français tuent même les Français eux-mêmes. Vous voyez comment est-ce que nous vivons dans une insécurité scientifique, une insécurité sanitaire. Et madame, je disais donc en termes de solutions, il faudrait renforcer. J'ai aimé hier, j'ai vu les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Daniel Asielo Kito Ankoy, réunir autour de lui les têtes couronnées de la police, de l'armée, de la mer, des services de sécurité, pour créer ce qu'il a appelé un centre de coordination. Pourquoi ces centres de coordination? Il faut que ces choses-là se fassent souvent en amont. Mais justement, c'est ce qu'on a déploré. J'ai aimé. Mais moi et vous, et les professeurs, Voto, on va revenir sur ce plateau 10 ans, 5 ans après, pour évaluer sur ce centre qui existe déjà parce qu'il s'agit d'une réactivation par le VPM. Sur ce centre de coordination sécuritaire. Qu'en est-il de ces centres? En fait, l'objectif de ces centres, c'est pour gérer les catastrophes. Prévoir également, donner l'information en temps réel. Mais est-ce que ces centres, après le volcan Nyiragongo, si ce volcan arrivait à se tranquilliser, est-ce qu'on en parlera encore dans 2 ans? Est-ce que ça sera la priorité des Congolais? C'est intéressant. Malheureusement, madame. Et donc, il faudrait mettre de l'intelligence, mettre de la bonne gouvernance sur la question de Nyiragongo. Parce que, madame, moi, je dirais même, selon moi, avec les informations que j'ai, il faut délocaliser les Congolais de Goma, malheureusement le chef-lieu de la province. Il faut délocaliser les Congolais parce que l'alerte des scientifiques est grave. Et faire de cette zone-là soit une zone militaire et une zone scientifique pour expérimentation sur cet espace, parce que demain, madame, demain, nous risquons de dormir et de nous réveiller. La ville s'affaisse et on risque de vivre Hiroshima et Nagasaki. Merci Dou Jésus Bélédou. L'évacuation des populations, semble-t-il, se ferait sans plan, rien semble organisé. Professeur Voto. Ouais, la plupart des sites volcaniques dans le monde ne sont pas des sites habités. Parce que les pays, les gouvernants de ces pays sont conscients du risque. Le volcan Nyiragongo, c'est parmi les volcans le plus actif dans le monde aujourd'hui. L'éruption volcanique est cyclique. On l'a dit, chaque 20 ans ou chaque 30 ans, ça revient. Et ça sert à quoi? J'étais à Goma il y a 2-3 mois. La ville a été reconstruite, c'est de belles routes, de belles maisons. Et ça sert à quoi? De vivre de sorte qu'à chaque 20, à chaque 30 ans, que tout soit détruit. Ça sert à rien. C'est ça. Et je crois qu'on peut réfléchir pour déplacer la ville, être un peu plus loin. Et la ville reste vide. Oui, mais ce site-là, à côté du volcan, ça ne sert à rien parce que dans 30 ans, on aura le même phénomène. Personne ne peut gérer les volcans. Personne n'a la capacité de gérer les volcans. Les volcans vont exploser et tout ce qui est détruit dans les alentours, ce qui est construit dans les alentours sera détruit. Et donc je crois que c'est bon de réfléchir à déplacer la ville. Il en est autant pour
d'autres villes, comme Kinshasa, il y a un plan pour déplacer la ville de l'ouest à l'est, et donc ça demande de moyens, peut-être parce que le gouvernement n'a pas assez de moyens à disposition et il laisse faire les choses. Et donc c'est important. Donc ces risques-là, il est entier, et je crois qu'on devrait y réfléchir. Ce que j'ai aimé aussi dans la prise en charge de la population, c'est les initiatives spontanées de la population de la province. Étant conscient, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vivent ça, pas aujourd'hui que les populations de l'Est du Congo, d'une manière générale, se sentent habitués à se abandonnés. déplacer. Oui. Ils sont abandonnés par le gouvernement central. Quand vous vivez à Goma, à Beni, à Butembo, dans ces villes-là, Kinshasa, c'est à travers la télé. Qu'on vit Kinshasa, c'est à travers la radio. Mais sentir l'autorité gouvernementale, c'est trop loin. Et donc, ils sont habitués à se prendre en charge. J'ai appris que les agences de voyage de Beni, Butembo ont mis à disposition de véhicules pour venir chercher le gomatracien et les ramener pour ceux qui le veulent dans ces villes-là. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Mais l'État doit accompagner ça, créer des centres d'accueil pour que les gens puissent arriver. Et il n'y a pas de honte à dire aujourd'hui, au niveau du gouvernement, que nous sommes dépassés. Et que les HCR, les grandes structures au niveau des Nations Unies puissent nous venir en aide. Parce que c'est près d'un Il y a déjà des legs. Hein. J'ai entendu parler de l'Union européenne qui va décaisser, qui aurait décaissé déjà. Mais c'est encore 100 000 $, pour l'Union européenne, c'est rien. C'est pour les urgences, c'est pour donner de l'eau à cette population qui est en déplacement. Mais on ne peut pas gérer près d'un million d'habitants avec 100 000 $. Mais donc, je dis, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. S'il évalue les moyens et se rend compte que les moyens ne seront pas conséquents, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Attendre la main. Hein. Il n'y a pas de honte. Le Congo a vécu pendant des années de ça. Il n'y a pas de honte à ça. Nous faisons partie de la communauté internationale. Nous faisons partie des Nations Unies. Donc, c'est un droit pour nous que de demander du secours. Et notre problème, la gestion de cet argent. Non. Ça n'ira pas dans les poches des individus. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Si il y a de l'aide, ça passera par les humanitaires. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas qu'on donnera au gouvernement congolais pour gérer. Ce sont on en a l'habitude dans ces régions-là, ce sont les ONG internationales qui viendront pour prendre en charge les populations, et je crois que c'est important. Alors professeur, avant de prendre un autre sujet, le deuxième sujet de notre magazine, d'où Jésus Bélédou a évoqué la question du gaz méthane, qui constitue aussi 1000 fois plus un danger, 1000 fois plus dangereux que le volcan, et il faudrait déjà, comme il vient de le dire, se préparer en conséquence par rapport à ce gaz qui est inexploité et pourtant ça devrait rapporter de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est des hypothèses plausibles. Ça a été vécu ailleurs au Cameroun, par exemple. Le lac Nyons a explosé et le feu est sorti du dessous de l'eau. Et c'est une situation qu'on peut vivre. Mais je crois, selon les prévisions de certains scientifiques, ils estiment que chaque jour, les risques sont en train de s'amoindrir. Et nous espérons que ça ne reviendra pas. Mais ce n'est pas la solution. Donc le volcan peut se calmer aujourd'hui. Le tremblement de terre est en train de baisser de heure en heure. Et donc je crois que nous souhaitons que ça n'arrive pas. Mais quand cela ne tient, le danger est permanent parce que l'autorité de la province a interdit la circulation sur le lac entre Bukavu et Goma pour cette raison-là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais effectivement, il faut commencer à exploiter ces gaz. Hier, dans l'ignorance, lorsque le Rwanda a commencé à exploiter ces gaz pour éclairer ces villes, nous, on a crié, on dit mais pourquoi le Rwanda exploite le lac, le méthane va se vider et nous, on n'a pas exploité, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Rwanda, au fait, en exploitant le gaz, nous aurait aidé. Parce que sinon, si ce gaz n'a jamais été, parce qu'il n'y a pas de frontière dans le lac, ça circule. Et donc, le peu de gaz que le Rwanda a exploité, je crois que aujourd'hui, on se rend compte que c'est une bonne chose. Ça permet à amoindrir le risque d'explosion. Et donc, demain, il faut que très rapidement, parce que j'ai appris qu'il y a des compagnies qui ont exprimé, qui ont donné des offres pour exploiter le gaz méthane, mais comme toujours, le gouvernement, c'est depuis plusieurs années, c'est depuis plus de 5 ans qu'il y a eu des projets, mais
je ne sais pas pourquoi ça traîne. Je crois que maintenant le gouvernement doit accélérer pour que ce gaz soit exploité, qu'il constitue une richesse, qui doit donner de l'argent, donner du travail, et voilà, échanger les modes de vie, parce que ça va produire de l'électricité, ça va être exploité dans les ménages, et c'est important pour nous. Alors professeur, je reste avec vous, avec un deuxième sujet. Dans ce magazine Kiosque de ce vendredi, nous parlons du séjour du président français au Rwanda, Emmanuel Macron, qui a demandé pardon au Rwanda. Il s'est même exprimé en Kinyarwanda. Professeur, quelle analyse faites-vous par rapport aux propos du président français au Rwanda? Je lis ça de deux points de vue. Du point de vue du Rwanda, d'abord, parce qu'il s'agit du Rwanda, et du point de vue du Congo. Du point de vue du Rwanda, je constate que Kagame a réussi un grand coup. C'est depuis le début du génocide qu'il est dans cette démarche-là. Avec les anglo-saxons, c'est allé très vite. Il faut reconnaître que Kagame, sinon le Kigali, a très bien organisé sa communication autour du génocide, qu'ils ont fait reconnaître, ils ont monté, ils ont les dossiers génocide, ils l'ont fait reconnaître par l'Occident, notamment par les pays anglo-saxons, et depuis, Kigali vit du génocide. Donc toutes les aides qui arrivent à Kigali et qui ont aidé Kigali à s'organiser, à se reconstruire, c'est autour du génocide. Toute la politique rwandaise, l'organisation de la politique, c'est par rapport à la peur qu'un second génocide arrive. Et donc Kagame a renforcé son pouvoir autour du génocide par la victimisation, et cela a très bien marché. Des films ont été produits, des livres ont été écrits. Bien documentés. Voilà, des livres ont été écrits dans ce sens, et sur le plan diplomatique, cela a marché. Des thèses ont été écrites dans des universités. Des jeunes Rwandais ont défendu des thèses partout dans le monde autour de cette question des génocides. Tout ça a contribué sur le plan communicationnel à faire accréditer la thèse du génocide. Même si en dessous c'est discutable, qui était à la base, c'est Kagame lui-même, tout ça, mais en tout cas le message est passé aujourd'hui. Personne dans le monde ne peut méconnaître les génocides du Rwanda, même s'il y a d'autres courants. Ça, c'est du point de vue du Rwanda. Et Kagame, en allant à cette rencontre à Paris, il y a une semaine, il savait ce qu'il voulait. Et c'est là où, lorsqu'il a titillé les Congolais, lorsqu'il s'est taquiné les Congolais pour dire qu'il n'y a pas eu massacre au Congo, parce qu'il avait son agenda. Il savait qu'il devait négocier pour que la France vienne reconnaître. Parce que la France, parmi les derniers pays d'Occident qui ne reconnaissaient pas officiellement cette thèse-là, donc la thèse, mais n'avait pas demandé pardon, parce que la France a été impliquée dans cette guerre qui a produit les génocides. La France était sur terrain. Et la France, bien que culpabilisée, mais pour des raisons d'État, ne voulait pas clairement demander pardon. Tous les présidents français qui sont passés ont tenu des discours mitigés, et Kagame a continué à travailler sur ça. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le président rwandais, il n'est pas passé par le dos de la cuillère, il a demandé pardon. En Kinyarwanda. Après, c'est Kinyarwanda. Et donc, Kagame a réussi non seulement à faire parler de son petit pays à travers le monde, mais aujourd'hui, c'est à travers le monde que c'est un pays qu'il faut protéger. Ça, c'est du point de vue du Rwanda. Alors, s'il faudrait faire un parallélisme avec la République démocratique du Congo, justement, la façon dont le Rwanda a vendu ce mort, si je peux dire ça, d'où Jésus, je reviens à vous, professeur, la façon dont le Rwanda a vendu ce mort pour arriver à faire dire, à demander pardon au président français. Oui, vous l'avez dit, c'est d'ailleurs l'expression que j'allais utiliser. Kagame a su vendre ce mort. D'abord, je reviens sur le discours de Macron. Macron, il demande pardon au Rwandais, mais il dit que la France n'est pas coupable. C'est à la fois philosophique et politique. Il essaye de jouer à l'équilibre. C'est un peu contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Parce qu'au fait, en réalité, le Rwanda accuse la France d'être complice dans le massacre des Tutsis. On nous parle de 800 000 personnes qui sont mortes. Et la France a été tirée des ficelles. Alors, tous les présidents français qui sont passés bien avant 1994 n'ont jamais reconnu la culpabilité de la France. Mais là, il y a Macron d'abord qui vient demander pardon.
peu importe les termes utilisés, mais le pardon là, Et là, comme le professeur Voto l'a dit, sur le plan diplomatique, c'est une grande victoire pour le Rwanda. Mais on parle de 800 morts. 800 000 morts. 800 000 morts. On parle de l'organisation rwandaise. Vous dites ici, la question c'était Macron a su bien vendre ses morts. Effectivement, Macron a su bien vendre ses morts et continue d'ailleurs à le faire jusqu'aujourd'hui. Vous avez suivi une interview où il a pratiquement jeté en pâture les près des 10 millions de morts déjà dans l'est du pays. Parce que vous savez très bien, madame, Kagame, son armée est citée dans les rapports mapping, qui d'ailleurs, le professeur et le docteur Mukwege ont fait son combat avec l'instauration d'un tribunal pénal international pour juger justement des questions des massacres dans cette partie de la RDC, dont l'armée rwandaise a une implication directe. Et Kagame est le patron de l'armée rwandaise. Et donc, aujourd'hui, Kagame sait que si la RDC faisait ces lobbies-là, on risquait de condamner son armée et étouffer même le combat qu'il est en train de mener. Et d'où il a multiplié les rencontres jusqu'à se rebiffer lors de sa rencontre avec Tshisekedi. Il a enfin reconnu, effectivement, il y a eu des morts dans le cadre de rapport mapping au Rwanda comme ici. Et donc, je disais, les étudiants rwandais se sont documentés. On fait des thèses, les professeurs Voto l'a rappelé. Les juristes rwandais ont activé l'arsenal juridique, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Il y a eu assez de documentation. Exactement. Ils se sont documentés. Les lobbyistes rwandais ont amené leur lobby pour finalement amener la France à courber les chines. En fait, en réalité, c'est une victoire sur le plan international du Rwanda. Il a fait entendre sa voix. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos morts? Mais justement, c'est ça le problème. Nous avons des juristes, nous avons des structures ici, des ONG, Kapiamba, Asado, etc. Mais ils sont dans quoi? Ne sont-ils pas dans l'affairisme? Je me pose des questions. Qu'est-ce que ces structures-là font pour qu'enfin la RDC ait justement une documentation s'agissant des responsabilités au-delà des rapports qui existent? Les rapports mapping n'est pas écrit par des Congolais. Ce sont des ONG internationales qui se sont organisées et qui ont parlé de ces rapports mapping et qui ont documenté. Alors, vous voulez mais dire, au niveau interne, si aujourd'hui Kagame était arrivé à nier les faits qui se retrouvent dans les rapports mapping, c'est parce que la RDC n'a pas assez de documentation, mais justement, il n'y a madame, pas assez d'enquête. Madame, même sur le plan de lobby, qu'est-ce qu'on fait? Madame, qu'est-ce qu'on fait sur le plan des lobbies? Les ONG deviennent un peu des boutiques politiciens. Ils attendent, qui a dit, Noël Tiani a dit ceci, allez, nous, tel ONG à Sado, nous sommes contre. Mais les fondamentaux, ce qui concerne notre mémoire, Tshisekedi est allé signer le mémorial rwandais. Ça a suscité un tollé ici. Mais nous, on parle de près de 10 millions de morts. Est-ce qu'on a un mémorial pour commémorer? C'est notre histoire. Un peuple sans histoire, c'est un peuple perdu. C'est un peuple sans âme. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Est-ce que demain ou après-demain, puis-je dire moi à mes arrière petits-fils qu'au Congo, il y a eu pour telle et telle autre liberté 10 millions de Congolais qui sont morts de ce côté-là? On n'en a pas. On n'a pas un bâtiment pour ça. On en fait. Qu'est-ce qu'on en fait sur le plan interne? Même le rapport mapping, on a l'impression que c'est le combat de Mukwege lui-même. C'est le combat de Mukwege lui-même. Et Mukwege, c'est... Moi, je dis toujours, il y a 3 catégories de citoyens congolais. Je vais terminer peut-être par là. Il y a la catégorie des citoyens congolais qui détestent par tout ce qu'ils ont appris le Rwanda. Ils pensent que le Rwanda est tiré des ficelles dans le malheur des Congolais qui sont dans l'est du pays. Il y en a la catégorie des Congolais qui sont venus avec l'AFDL ici. Parce que vous savez, vous êtes sans ignorer que l'AFDL nous a amené le Rwandais, les Ougandais, etc. D'ailleurs, James Kabarebe, qui était le patron des troupes de l'AFDL, c'était un Rwandais. Lorsqu'il a été chassé par Mouzé, il est allé reprendre son poste, je crois, de chef d'état-major jusqu'à devenir ministre de l'Intérieur. Ou de la Défense, je ne sais pas. Et donc, mais qu'en est-il des hommes des troupes qui sont arrivés ici? Est-ce que ne restons-nous pas avec des étrangers dans cette partie de la RDC? Des gens qui sont cités dans les rapports mappés. Les gens dont Kagame a dit, même au Congo, il y a des officiels qui contestent ce rapport mappé. Ça, c'est une catégorie d'individus. Il y a une complicité aussi.
Ça, c'est une catégorie d'individus. J'analyse. Mais une dernière catégorie, madame, c'est les gens comme le docteur Mukwege, qui n'est ni politique, qui n'est ni qui que ce soit. Comme on dit en français, entre les pour et les contre, il y a les sérieux. Il y a des Congolais comme ça, révoltés, qui ont vécu les massacres dans l'Est du pays. Ils ont vu comment l'armée rwandaise... On ne met pas la parole dans sa bouche comme avec... Non, mais ça justement, je vous dis, c'est parce que le combat qu'il mène, c'est un combat noble. En principe, lorsque Kagame prend sa parole pour dire Mukwege, c'est la marionnette de la communauté internationale, avec des discours folkloriques. Mais moi, je me dis en tant que citoyen, si malheur arrivait demain à Dr Mukwege, il faut pointer du doigt Kagame directement. Parce que quand l'ambassadeur titubé ici, tergiversé, Karega parlait de Mukwege, on n'en parlait pas. Nous, on banalisait. Maintenant, ça vient du numéro 1 rwandais. Mais ça doit vous interpeller. Aujourd'hui, c'est une victoire. Il s'est victimisé. Il a même comme on dit en français, il a même attaqué la communauté internationale qui a donné le prix Nobel, l'organisation internationale sérieux, le prix Nobel à Mukwege, pour dire qu'on met des choses dans sa bouche. Mais aujourd'hui, c'est une victoire pour Kagame. Mais qu'est-ce que nous, on a fait de nos morts? Les combats de Mukwege, on a l'impression que c'est son combat à lui seul. C'est le combat de Mukwege seul. C'est l'impression que ça donne. Heureusement que ce qu'il dit, et lors d'une interview, rassurer effectivement que la RDC y travaille. Effectivement, il faut qu'on y travaille là-dessus. Il faut qu'il y ait un tribunal pénal international sur les massacres dans la partie est du pays. Il faut que vérité soit faite. Si aujourd'hui, la France a reconnu physiquement, par la voix de son numéro 1, et d'être impliquée dans ce qui s'est passé au Rwanda, j'aimerais moi aussi que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, que je sois là ou pas, que nous soyons là ou pas, un président rwandais accepte la responsabilité du Rwanda dans le massacre de ce qui s'est passé dans l'Est du pays. Alors, professeur Voto, comme vient de le dire Bélédou, à l'exemple des RDC, de ce qu'il appelle la victoire du Rwanda, à l'exemple du Rwanda, quelle solution pour que nous puissions, nous aussi, bien vendre nos morts? Le problème, je suis d'accord avec ce que Bélédou dit, mais le problème, c'est que ce n'est pas des ONG qui peuvent mener ces mouvements-là. La preuve... Entre autres, c'est-à-dire pas seulement les ONG, non. La preuve, c'est que des ONG, puisque Mukwege, c'est quelque part aussi une ONG, c'est Panzi. Et il n'y a pas autant d'ONG qui pèsent comme Mukwege. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de l'État. C'est l'État congolais qui doit mener cette démarche. Au Rwanda, c'est l'État rwandais. C'est Kagame qui porte l'étendard. Le problème qu'on a eu ici, c'est que pendant 25 ans, où on a massacré les Congolais, ceux qui étaient au pouvoir étaient juges et partis. Ils étaient eux-mêmes des pompiers et des pyromanes. C'est eux, le régime AFDEL, qui étaient au pouvoir. Et vous allez demander à l'AFDEL, qui a fait entrer des Rwandais ici, qui a du fait de l'AFDEL que le pays est en massacre depuis 25 ans, qui a eu des groupes armés, qui a eu passé par là des rébellions, vous allez demander que ces gens-là puissent mener des démarches sur le plan international pour reconnaître des génocides congolais. Non. C'est contradictoire. Eux-mêmes, déjà, les rapports mapping en citent autant. Donc, vous n'alliez pas demander au régime Kabila de mener cette démarche-là. Et on était dans cette logique-là. Et c'est pour ça... C'est le régime actuel qui doit mener les démarches. Et c'est pour ça que pendant tout ce temps, quand Mukwege criait, on le traitait comme Kagame l'a traité aujourd'hui, par le pouvoir de Kinshasa. C'était comme ça. On dirait qu'il est en train de vendre mal l'image du Congo, il est l'homme de l'Occident, et ceci, cela. On a même refusé de diffuser la cérémonie en direct à la RTNC. Donc, et jusqu'aujourd'hui, l'État congolais n'a jamais reconnu le statut de Mukwege comme prix Nobel, jusqu'à ce jour. Et donc, aujourd'hui, on a en place un gouvernement qui ne soit pas de ce schéma-là, même si la passation du pouvoir, la transition, comme on aime le dire ici, l'alternance a été faite de manière que nous savons, mais il revient à l'État congolais de prendre l'étendard. C'est l'État qui doit donner l'impulsion. Et c'est l'État qui doit donner le moyen. On a dit ici, l'État rwandais a donné le moyen aux scientifiques. L'État rwandais a mis en place un mémorial. Ça, c'est pas les ONG. Ça, c'est l'État. Et là,
tous les Congolais sont révoltés, tous les Congolais, de moins ceux qui se sentent Congolais dans leur peau, ils sont scandalisés de nombre de morts et tout ça, qui n'a rien à voir avec les 800 000 morts du Rwanda, c'est des millions, plusieurs millions de morts dans ce pays. Mais il faut que le gouvernement ait la volonté politique de faire de ça une affaire de l'État congolais et mener des actions non seulement sur le plan interne pour reconstituer la mémoire, mais aussi sur le plan externe pour faire reconnaître ces génocides. Et c'est là où vous avez vu, Kagame savait ce qu'il faisait. Kagame, il est allé dans des hypothèses, il dit, dans ses prémices, il dit, je sais que c'est l'hypothèse du double génocide, c'est-à-dire reconnaître le génocide rwandais et le génocide congolais. Et pour qu'on en arrive là, avant qu'on reconnaisse le génocide, il faut d'abord parler du massacre. Et il nie le massacre, voyez-vous. Donc si déjà le massacre est nié, donc il n'y a pas de raison de parler de génocide. Et on est dans cette situation. Donc je crois que il n'est pas question de continuer à pleurnicher. Et ici, le président de la République ne devait pas aller par un discours mi-figue, mi-raisin. Déjà que beaucoup de Congolais lui avaient reproché le fait qu'il aille reconnaître à travers cette visite du mémorial le génocide rwandais. Et à l'époque, il a parlé de massacres au Congo comme des dégâts collatéraux. Vous voyez ça? Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le gouvernement congolais puisse prendre une politique claire pour faire reconnaître le génocide congolais. Il doit mener en premier lieu la démarche pour... Ça commence par les discours. Il faut, c'est une question de communication et une question de diplomatie. Il faut reconstruire ces discours-là, reconstituer les faits et entamer une démarche diplomatique pour que et les ONG sur le plan international et les États reconnaissent ce qui s'est passé au Congo. Merci professeur Voto. Nous prenons le dernier sujet de kiosque d'aujourd'hui. C'est le Sénarec qui a saisi la Cour constitutionnelle pour transmettre les déclarations de biens des membres du gouvernement Ilukamba, le gouvernement précédent au gouvernement Sama Lukonde, d'où Jésus Bélédou, la nouvelle. Comment vous l'avez perçue? Oui, madame, bon, tout à fait normal. Il faudrait, comme l'exige la loi, lorsque vous êtes aux affaires, vous devez déclarer vos avoirs, ce que vous avez, et lorsque vous partez, vous devez aussi faire une évaluation. Ça, c'est tout à fait normal. Certains ont crié à la chasse aux sorcières, etc. Mais je crois que ça devrait en principe être ancré dans nos têtes, être une culture de gouvernance. Ce que j'aimerais dire au-delà de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, avec la gestion de Tshisekedi, avec l'arrivée du régime Tshisekedi, je constate effectivement que les gens commencent à avoir l'essence de redevabilité, au-delà même de tout ça. C'est-à-dire, vous savez que je suis aux affaires, mais après ça, on va me demander des comptes. Les gens vont commencer à avoir peur. Oui, mais c'est bien, c'est bien, madame. Parce qu'on ne peut pas venir, comme José Makila le dit maintenant, bon, l'État va au lien où il faut Bella. On ne peut pas venir comme ça, où on prend l'argent de l'État, on s'enrichit, puis on part sans poser des questions. Non, il faut quand même que cette culture-là arrive. J'ai vu au niveau de la vice-primature de l'intérieur et de l'environnement avec Maman Eve Bazaïba, j'ai vu une lettre. Eve Bazaïba a écrit à saisi l'IGF pour enquêter dans son ministère. Parce qu'il a vu plusieurs dossiers sales sur sa table. Il dit, mais je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je risque de commencer et demain, on le met sur ma tête. Et il faut qu'il y ait une transparence par rapport à ça. Cela a été élargi à d'autres ministres. Je fais allusion ici à Tony Mwamba. Tony Mwamba, il est arrivé, il regarde sur sa table, on ne produit pas les bulletins pour les élèves de la 6e année pendant plusieurs années. Et la responsabilité, selon lui, devrait incomber au secrétaire général. D'ailleurs, on sait que le secrétaire général lui-même était cité dans plusieurs scandales. On a vu des procès en cascade avec au niveau de la CECOP et des CECOP plutôt, etc. Mais on se pose des questions. Celui qui agrée les écoles, c'est les ministres qui est au NIOF. Mais celui qui fait la proposition, c'est le secrétaire général, parce qu'on a parlé des écoles fictives, 34 000 à Kinshasa, 21 000 dans la province d'Achouapa, etc. Bon, comment les ministres sont en vendrouille? Et les ministres sont au NIOF pendant que le secrétaire général est en vendrouille. Lorsque les ministres, Tony Mwaba, essayent de voir un peu plus clair sur ce qui se passe au niveau du secrétariat général,
il suspend le secrétaire général, et puis les gens crient à l'acharnement. Non, ça doit devenir une culture, madame. Donc, au-delà de ce que réclame la démarche du Sénarec, moi, j'apprécie un peu cet esprit de redevabilité qui s'introduit finalement, et on tend petit à petit à une gouvernance sérieuse. Sérieuse dans les jours qui viennent. Donc j'apprécie le travail qui est fait particulièrement l'inspection générale des finances. Il faut, au-delà des actions qu'on dit, au-delà de tout ce qu'on peut dénoncer, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets, c'est-à-dire si on trouve qu'il y a tel qui a détourné, tel autre qui a fait ceci, il faut que cet argent-là revienne effectivement à l'État congolais. Parce qu'on s'interroge sur... Il faut aussi qu'on sache qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Ben justement, parce qu'on dit que Kamere a détourné près de 57 millions de dollars. Mais est-ce que les 57 millions de dollars ont été remis dans la caisse de l'État? C'est un grand point d'interrogation. La population aussi doit se réduire. Ben justement, on dit aujourd'hui que Bukangalondo, c'est une débâcle de près de 300 millions de dollars. Mais si Matata Pugno est arrivé en justice et qu'il arrivait à être condamné, est-ce que les 300 millions de dollars seront déversés dans la caisse de l'État? Ça, c'est une question à 300 millions de dollars justement pour répondre. Mais on dit ici que le ministre Bakonga, chaque mois, c'est 600 milliards de francs congolais, chaque mois, qu'on payait aux enseignants fictifs qui n'existaient pas. Il est au NIOF. Mais est-ce que le système ne continue pas? Est-ce que Tony Bouaba ne va pas en faire son chou gras pour aussi exister comme son prédécesseur l'a fait? Et donc, ce sont des interrogations comme ça. Et pour que nous, journalistes, soyons convaincus, il faut qu'au-delà des actions folkloriques, il faut que cet argent soit effectivement déversé dans les caisses de l'État et qu'on sente quand même qu'il y a amélioration. Et on termine avec le professeur Voto par rapport à ces sujets. Et la démarche de la Sénaref, elle est bonne parce que nous avons des ministres qui entrent locataires. C'est pas mal, hein, mais après, il a des milliers, des millions, beaucoup de bâtiments à plusieurs niveaux. Oui, même malgré leur salaire, mais s'enrichir comme ça. Oui, mais ça choque parce que la plupart des riches, entre guillemets, dans ces pays, c'est l'argent de l'État. Comment quelqu'un qui est ministre du jour au lendemain, il devient compte parmi des gens qui ont de l'argent? Le problème, c'est le service de l'État et c'est à saluer l'initiative du Sénaref, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je me pose toujours la question dans ces pays. Lorsqu'on voit quelqu'un, il y a une infraction d'enrichissement illicite. Mais lorsque quelqu'un s'enrichit, mais le procureur général, il est où? C'est ça le problème. On attend que quelqu'un vienne déposer plainte, tout ça, mais c'est déjà une raison suffisante pour comprendre la question. Mais monsieur, vous ne vendez rien, vous n'êtes pas homme d'affaires, d'où vous vient l'argent? On doit poser des questions aux gens, on doit sortir de cette culture-là, où on croit que non, c'est sa vie privée. Non, mais on les connaît, ils travaillent chez l'État. Mais comment ils peuvent se construire des immeubles, ils peuvent se construire autant? Malheureusement, on ne va pas fouiner dans les passés, sinon on allait faire une marche en arrière. On est plein dedans. On ne peut pas ne pas fouiner dans le passé. Ça, c'était un discours de propagande, discours de début. Je crois que là où on en est aujourd'hui, on est en plein dedans. On doit fouiner dans le passé, mais on peut qu'encourager le scénario, on peut qu'encourager la justice pour qu'on puisse voir, que chacun puisse rendre compte. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci, Dougé. Merci beaucoup, madame. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Kiosque. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine. C'est la fin. Bon début de week-end à tout le monde. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.